aussi. Merci. Bon, bonjour, mon nom est Lucie Fredet. Je suis étudiante au programme de doctorat en santé communautaire à l'Université Laval. Et mon sujet de doctorat porte sur l'appropriation du processus de participation à la recherche-action participative. Bon, j'ai travaillé à 3 projets de recherche avec la méthode photo-voix. Le premier portait sur la reconnaissance de l'action communautaire des programmes d'échange de seringues et de la participation sociale des personnes qui utilisent des drogues. Dans ce projet-là, j'étais responsable de la réalisation de la recherche, puis c'est à l'intérieur de ce projet-là aussi que j'ai fait ma collecte de données pour mon doctorat. Les 2 autres projets étaient réalisés avec des personnes en situation de pauvreté. Le projet Étoile, en fait, c'est un double projet. Étoile et Photo Vert portait sur l'influence de l'environnement physique sur la santé des personnes en situation de pauvreté. Et dans ce projet-là, j'étais membre du comité d'encadrement. Je vais vous expliquer plus tard en quoi ça consiste. Et le projet était à l'initiative de la Direction de santé publique et du Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. C'est ça. Et l'autre, le projet sur l'accès et le droit au plaisir, il s'inscrivait dans le carrefour du savoir sur la lutte aux préjugés du collectif Pour un Québec sans pauvreté. Et dans ce projet-là, j'étais responsable du volet recherche. Alors, ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est que ma présentation est basée sur le guide de la méthode photo-voix que j'ai réalisé puis que j'ai remis à Élise Milot. Et aussi que la majorité des photographies viennent du projet Rendre visible l'invisible avec la permission des membres du comité de recherche. Je vais donc vous présenter la méthode photo-voix, ses principes et sa mise en œuvre. Alors, comme vous le savez sans doute, la photographie est utilisée de toutes sortes de façons en recherche et dans toutes sortes de contextes. Mais moi, la façon dont je l'ai utilisée, c'est d'après les travaux de Wang et ses collaboratrices qui inscrit vraiment la photographie et qui allie la photographie et la voix, photo voice en fait en anglais, que j'ai traduit en photo voix. Alors, cette recherche-là est faite spécifiquement dans le cadre de la recherche-action participative avec des personnes marginalisées et dans celui aussi de la promotion de la santé. Ce que ça veut dire, c'est que les membres du comité de recherche qui n'ont pas nécessairement de formation scientifique sont considérés comme des co-chercheurs. Des coproducteurs qui font la coproduction de connaissances, la co-animation, ils peuvent aussi être co-responsables de la préparation et la réalisation de la recherche. Il faut aussi garder en tête que cette forme de recherche-là vise non seulement la production de connaissances, mais aussi la conscientisation, l'émancipation et la transformation sociale. Alors, plus précisément, les objectifs sont de documenter et refléter les préoccupations, les luttes et les forces de ces pairs marginalisés, de discuter en groupe des questions d'importance en favorisant un dialogue critique afin de produire des connaissances partagées et d'influencer les décisions politiques. Donc, la méthode est fondée sur 3 approches. La théorie de l'éducation pour une conscientisation critique de Freire, des théories féministes et politiques et l'approche communautaire de la photographie documentaire. Dans l'ensemble, ces approches visent à élucider les rapports de pouvoir et de domination présents dans la société et à mettre fin aux formes d'oppression et d'exploitation. Pour ces approches, la photographie devient un moyen de transformer le monde. Donc, ils considèrent que ceux qui dominent, contrôlent et construisent l'imagerie du monde pour dicter ce qui devrait être vu et ce qui devrait être fait aussi, et que les images produites par les personnes opprimées sont plus représentatives, évidemment, de leur réalité. Alors, dans cet esprit-là, on va utiliser la méthode photo-voix parce qu'elle est un porte-voix familier. Alors, surtout présentement, aujourd'hui, elle sert souvent dans la vie quotidienne à raconter des histoires, à parler de ses besoins, de ses craintes, de ce qui est précieux pour soi, de ses rêves.
Elle donne aussi le pouvoir de créer du sens en montrant comment le photographe définit et décrit le monde. Elle véhicule les valeurs du photographe et joue aussi sur les émotions. Comme un miroir, elle a le potentiel de faire prendre conscience de ses propres réalités sociales et politiques. Pour ceux qui la regardent, elle peut être un révélateur en montrant concrètement c'est quoi la réalité et en la transformant aussi de façon symbolique. Elle est donc une forme d'expression et de créativité. Et elle peut être un catalyseur de changement aussi parce qu'elle a le potentiel de capter l'attention des décideurs politiques et parce qu'elle peut être utilisée comme outil d'éducation et de sensibilisation. Mais la méthode, comme j'ai dit tout à l'heure, la méthode n'utilise pas seulement l'image, elle utilise aussi la parole, aussi parce que pour redonner une voix aux personnes marginalisées, mais aussi parce qu'une image peut être interprétée de toutes sortes de façons, puis qu'il est nécessaire de préciser le sens que le photographe veut lui donner. Elle s'appuie sur le dialogue du groupe. Alors, ce n'est pas une méthode qui est faite de façon... Elle est faite à la fois individuelle, mais le groupe est aussi très important. Parce que pour dépasser l'anecdote et se situer par rapport à un monde qui est plus large, et parce que l'analyse critique est facilitée en échangeant avec d'autres. Donc, le terme, le vocable voice, en fait, est un anagramme que les conceptrices ont formé pour mettre l'accent sur le fait qu'il est important de réfléchir sur ses conditions personnelles, mais aussi sur celles de ses pairs. Alors, je vais vous présenter maintenant la mise en œuvre de la méthode. Alors, comme vous le voyez, il y a comme les 9 étapes ne sont pas réalisées de façon linéaire nécessairement. Par exemple, on peut retourner souvent prendre des photographies, revenir les analyser, retourner prendre des photographies jusqu'à temps qu'on ait atteint les objectifs qu'on s'était fixés. La méthode est donc flexible. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? Bon, on se familiarise avec les acteurs touchés par une problématique. Le « on » ici, que je nomme, est attribué aux chercheurs universitaires car c'est souvent eux qui vont entreprendre la recherche, tout simplement parce qu'ils ont le plus souvent accès aux subventions puis qu'ils ont les ressources et le temps pour le faire. En fait, c'est leur travail de le faire. Mais ça peut être aussi des institutions, comme c'est le cas pour les 2 premiers projets auxquels j'ai participé. Puis, ça peut être des organismes communautaires ou des associations de défense des droits, comme pour le projet sur la lutte aux préjugés, et plus rarement avec des groupes de personnes marginalisées. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de tisser des liens de confiance et d'établir des ponts avec des membres anticipés du partenariat de recherche. Idéalement, c'est avec ces personnes-là qu'on va chercher à identifier les questions qui sont les plus préoccupantes. On va définir aussi la problématique, la question, les objectifs de recherche. Alors, ce n'est pas le chercheur qui va le faire lui-même, il faut toujours le penser en termes de partenariat. Par la suite, on cherche à constituer le partenariat officiel dont on va cibler des personnes pour former le comité de réalisation de la recherche. On va cibler aussi des alliés pour faciliter le déroulement, aider à mettre en pratique les idées, puis à diffuser les résultats aussi. Et on va aussi cibler le public qu'on veut rejoindre. C'est important de le faire dès le début. Bon, par la suite, on planifie et on prépare la recherche comme dans n'importe quel projet de recherche. Alors, pour réaliser la recherche, on forme souvent un trio d'acteurs, des personnes marginalisées, environ 7 à 10 personnes qui sont en majorité dans le groupe et puis qui proviennent aussi de différents endroits. On a une personne responsable qui va s'attarder plus au volet recherche du projet. Puis aussi une ressource d'un organisme communautaire qui connaît la réalité des personnes marginalisées et qui sait comment interagir avec elles. On forme aussi un comité d'accompagnement. Celui-là, il agit comme un conseil consultatif avec des personnes qui sont influentes. Il ne faut pas oublier qu'on essaye de changer les choses aussi au bout du compte et capable de bien travailler avec d'autres partenaires. Puis on invite un photographe professionnel pour encadrer la prise de photographie. Une fois qu'on a l'assurance que le projet est viable, le comité de recherche se réunit une première fois pour se fixer des balises et s'ancrer dans le projet.
Il est important en premier lieu de commencer à construire le climat de confiance en prenant le temps de faire connaissance, en discutant des moyens pour pallier les difficultés particulières qui peuvent freiner la participation, comme combler des besoins de transport, par exemple, ou des besoins de gardiennage. On s'entend aussi sur des règles de fonctionnement pour faciliter la dynamique du groupe. On détermine les rôles de chacun, par exemple, puis on se donne un mécanisme de prise de parole. Ensuite, on présente le projet, les questions, les objectifs de recherche et on discute de leurs enjeux. À ce moment-là, on répond aux questions, aux interrogations et on en profite aussi pour exprimer les attentes de chacun. Par la suite, on se forme à la méthode photo-voix et on examine et signe le formulaire de consentement et d'engagement à la confidentialité. On consacre une deuxième rencontre à la formation à la photographie et aux enjeux éthiques. En ce qui concerne les considérations éthiques, comme on l'a vu, la photographie, elle n'est pas neutre. Elle peut être porteuse de symboles et avoir une grande puissance d'évocation. Elle peut donner des fausses représentations de la réalité. Elle peut être compromettante aussi, puis nuire à la réputation de la personne qui est photographiée. Elle peut être intrusive lorsqu'on ne respecte pas l'espace privé. On prend donc des dispositions pour éviter des conflits potentiels, comme demander la permission de prendre la photo, se préparer à présenter le projet, là, expliquer pourquoi on veut faire ces photos-là, puis on obtient le consentement écrit autant pour la prise de photos que pour sa diffusion. Maintenant, c'est le professionnel de la photographie qui entre en jeu pour donner une formation sur l'appareil photo qu'on a choisi, puis aussi sur les techniques de photographie. Alors, il va présenter les parties de l'appareil, son fonctionnement, ses limites. Il donne des notions sur la lumière, l'utilisation du flash, par exemple, la profondeur de champ, la perspective. Puis, il y a quand même un bémol pour les conceptrices de la méthode, c'est que pour eux, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire des images et ce n'est pas la qualité qui importe de la photo, mais ce qu'elle représente et signifie. Par la suite, on va faire une rencontre qui consiste à réfléchir en groupe sur la problématique de la recherche. On échange sur ce qui compte vraiment pour les personnes marginalisées, sur les changements qu'elles aimeraient voir arriver. Et puis, on explore comment illustrer nos réflexions en photo. Pour la première fois, on va formuler un thème initial commun par rapport aux objectifs de recherche. Puis on se lance dans une première séance de photos, soit de façon individuelle ou en groupe, pour mettre en pratique finalement ce qu'on a appris. Puis on essaie, par exemple, de prendre un même sujet sous différents angles, différents points de vue. Ensuite, on revient en groupe, puis on discute de ces premiers essais, puis aussi de ce que ça fait, de ce que ça représente de prendre les photos pour les photographes. Après cette période d'aiguillage, c'est vraiment la collecte de données qui commence. Puis c'est tout, là, à ce moment-là, c'est toute la créativité du photographe qui opère pour illustrer ses pensées, ses impressions de la meilleure façon. Il pourra, par exemple, décider de travailler à la manière du reportage s'il juge que la réalité parle par elle-même. Il pourra aussi reproduire une scène qu'il a vécue puis qui n'est pas possible de prendre sur le vif. Il va pouvoir utiliser la symbolique ou raconter une histoire, par exemple. Là, il y a plusieurs façons d'illustrer, en fait, ce qu'ils veulent dire. Ensuite, on se réunit en groupe une fois que les photos, on a un bon nombre de photos de prise pour procéder à une première analyse. Pour ce faire, on sélectionne les photos qui semblent les plus prioritaires, les plus significatives et les plus représentatives de son expérience et de ses forces puis de ses préoccupations. On fait un premier regroupement par thème, puis on les affiche de manière à avoir tout le temps l'ensemble des photos sous l'œil. Dans un premier temps, on va faire une description des photos, puis on va discuter de façon structurée en se posant une même série de questions
pour chaque photo, tout dépendant de l'objectif de recherche. Alors, l'idée, c'est de considérer le contexte de production de l'image, de décrire, de dire comment on perçoit cette image-là, puis quelle signification on y attribue. On peut par la suite procéder à la codification des photos et des paroles. La parole ici, ce que les gens ont dit habituellement, on l'enregistre pour pouvoir la codifier aussi. L'important, c'est de susciter la réflexion critique sur ce qu'il y a en commun et sur ce qui est à l'origine d'une situation ou qui la cause, de réfléchir sur des façons de promouvoir le changement social en formulant des recommandations et de se préoccuper des questions visant une action pratique, immédiate et tangible. Lorsque vient le temps de diffuser les résultats, bon, évidemment, les moyens qu'on veut utiliser pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et rejoindre le public qu'on a ciblé dépend de ses ressources financières. Puis aussi, le partage des tâches dans la réalisation dépend des ressources personnelles de chaque membre et du temps qu'il a à y consacrer. À tout le moins, pour préparer la diffusion, il est important d'impliquer les co-chercheurs dans la prise de décision et la planification, en tenant compte évidemment des considérations éthiques, puis aussi des demandes et exigences d'un éventuel diffuseur. Enfin, à la dernière étape, qui également est réalisée en continu tout au long de la recherche, on consacre du temps à l'évaluation. On peut nommer les forces, les réussites, les difficultés, les limites et les retombées du projet ou de la démarche. On peut photographier, par exemple, les étapes de recherche pour en regarder où est-ce qu'on est rendu là-dedans. On peut remplir un formulaire de satisfaction, puis on en discute en groupe ou individuellement. Le fait d'avoir un regard critique sur le déroulement permet, entre autres, d'améliorer le processus participatif du groupe. Et voilà. Le micro ne fonctionnait pas. On aurait peut-être 2-3 minutes pour prendre des interventions dans la salle. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, monsieur? Merci. La méthode photo-voix, est-ce que j'ai pas bien saisi là où s'insère la recherche dans la mesure, est-ce que l'analyse de données ou les données proviennent de ce qui est représenté par les images, au niveau du processus, comment les gens sont impliqués? Est-ce que l'intérêt est de mobiliser des gens puis un peu comme une thérapie, on va dire? Ou c'est vraiment une recherche, c'est pas une approche thérapeutique. Il y a le photolangage qu'on entend comme terme, ça c'est plus dans l'idée de la thérapie. Mais dans cette façon d'utiliser la photo puis aussi la parole, c'est vraiment dans le but de mieux comprendre une problématique. Alors, je vais donner un exemple. Dans le cadre de ma thèse, je travaille avec des personnes qui utilisent des drogues, qui ont vécu plusieurs situations difficiles. Alors, les chercheurs qui s'intéressent à cette question-là, ils n'ont pas vécu. À ce moment-là, bien, on va réunir un certain nombre de personnes qui ont vécu des situations difficiles, puis l'image, la photographie va aider finalement à mettre des mots, oui, mais aussi à représenter ce que les autres, comment ils voient, comment ils perçoivent leur situation, puis ce qu'on analyse au bout du compte, c'est l'image, mais la parole aussi, parce que comme je disais, vous avez vu comme une image d'un bol de toilette, ça peut dire n'importe quoi. Mais pour la personne qui a pris la photo, ça représentait le fait qu'avant sa situation, c'était de la marde. Puis maintenant, elle est capable de s'occuper d'elle, même d'avoir un bol de toilette qui est propre. Puis en plus, cette personne-là disait que, vous voyez, c'est pas une toilette de prison, c'est pas une toilette en métal. Alors, on a discuté en groupe vraiment longtemps sur cette image-là pour lui accorder vraiment toute sa signification. À ce moment-là, bien, en groupe, c'est vraiment la force du groupe.
ce qu'il ne faut pas... mais c'est ce qu'on analyse. On analyse, on regarde c'est quoi ces phénomènes-là. Puis par la suite, on les présente aussi en public. Là, on fait une présentation publique de ça. Puis c'est ça, l'aspect action est important aussi. Merci. On pourrait peut-être prendre une toute dernière intervention très courte. Oui, ma question, vous venez d'y répondre en partie, mais la question que je me posais, c'est il n'y a pas le risque, en fait, qu'on va chercher des photos qui représentent ce qu'on sait déjà, ce qu'on comprend déjà, qui fait juste illustrer ce qu'on savait déjà du phénomène ou ce qu'on voulait déjà dire, et de ne pas, puisqu'on est en recherche, d'aller chercher une nouvelle compréhension de la réalité. On tend vraiment vers une nouvelle compréhension. En fait, ce qu'on cherche, c'est essayer de changer les préjugés, de changer les images que les gens ordinaires ont de ces personnes-là. Comme par exemple, ce qu'on voit souvent, c'est des seringues quand on pense à des personnes qui utilisent des drogues, on voit des photos de seringues. Alors que ce n'est pas vraiment la réalité de ces personnes-là. Oui, ils utilisent des seringues, mais c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand que ça. Alors, on a vu une photo d'une personne en situation, d'une organisation, de la personne qui est en itinérance. C'est ça. Je ne sais pas si je réponds. Dans les 3 projets auxquels j'ai participé, les gens étaient étonnés de voir jusqu'à quel point on pouvait pas avoir idée de la réalité de ces personnes-là.